Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Polémique autour de la proposition de loi relative à l'opposition parlementaire à Madagascar. Un texte adopté par le Sénat en mai dernier. Il prévoit que le chef de l'opposition soit nécessairement un député. La condamnation de Jacqueline Dalla en République démocratique du Congo. Le président de la Ligue des jeunes d'Ensemble pour la République a été condamné à 2 ans de prison. Il avait été interpellé dimanche dernier. Et puis le lancement de la facilité togolaise pour l'accélération et l'innovation au Togo. Un projet lancé par le gouvernement et le programme des Nations Unies pour le développement. Objectif, soutenir les PMI et PME. C'est un texte qui continue de faire polémique à Madagascar. La nouvelle loi relative au statut de l'opposition avait été adoptée par le Sénat en mai dernier. Au cœur de la controverse, le texte prévoit que seule l'opposition parlementaire sera reconnue par l'État. En d'autres termes, le chef de l'opposition devra nécessairement être un député. Les explications de Samantha Saibirou-Sabobanga. À Madagascar, la nouvelle loi sur le statut de l'opposition fait polémique. Adoptée tout d'abord en 2019 par l'Assemblée nationale, puis récemment en mai 2021 par le Sénat, la nouvelle loi n'admet plus désormais d'opposition en dehors du Parlement. Le président Hans Rasuwen fait l'objet de certaines critiques, notamment en raison de la crise sanitaire et économique dans laquelle souffre incontestablement Madagascar, et le fait qu'on y apporte actuellement une réforme sur les institutions en termes de timing, en termes de contexte, lui est défavorable. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de pernicieux et quelque chose en tout cas de prémédité. Désormais, seule l'opposition parlementaire sera reconnue. En effet, le chef de l'opposition officielle est tenu de diriger uniquement l'opposition parlementaire et non l'opposition extra-parlementaire. Auparavant, il pouvait être issu de la société civile. Il apparaît presque naturel à ce que le chef de l'opposition soit parlementaire, puisque c'est au sein de l'Assemblée nationale qu'il y a le débat politique et cela légitime à ce que ça soit donc un parlementaire. Dans tout avancement d'une démocratie, on ne pourrait pas voir un homme qui émerge et que cela ne soit pas encadré par notamment un système institutionnel, et ce système-là ne peut pas évoluer en dehors du Parlement. L'autre grille de lecture que nous pouvons avoir, c'est que, bien évidemment, l'opposition est dans son rôle. Autrefois, être reconnu par le pouvoir permettait de disposer de plusieurs prérogatives. Mais désormais, plus de cabinets et de personnel payés par l'État ou de nomination à la commission électorale indépendante. L'opposition extra-parlementaire ne jouera plus qu'un rôle de figurant. Et parallèlement à Madagascar, une tentative d'assassinat visant le président Gérard Zoël a été déjouée. Une révélation fracassante divulguée par la procureure générale Bertine Razafia Rivoni ce mercredi. La procureure qui avait indiqué devant la presse, je cite, que plusieurs ressortissants étrangers et malgaches ont été interpellés mardi dans le cadre d'une enquête pour atteinte à la sûreté de l'État. La justice malgache affirme en effet avoir récolté des preuves selon lesquelles ces individus avaient établi un plan visant à éliminer plusieurs personnalités malgaches, dont le chef de l'État. Parmi les personnes arrêtées figurent 2 Français qui, selon l'agence Taratra, seraient 2 anciens officiers à la retraite. Le gouvernement burkinabé pleinement engagé à renforcer la sécurité à Solane après l'attaque qui avait fait 132 morts. Preuve de cet engagement, un détachement des forces spéciales de la gendarmerie nationale a été déployé dans la localité. Pour sa première sortie officielle, le nouveau ministre de la Sécurité, Maxime Koné, s'y était d'ailleurs rendu ce lundi. Plus de précisions dans ce sujet de Joël Ballot. Après l'attaque terroriste de Solane au Burkina Faso, le ministère de la Sécurité s'est engagé à renforcer le dispositif sécuritaire dans cette localité. Pour ce faire, le gouvernement a opté pour la mise en place d'un détachement des forces spéciales et le rétablissement du réseau de communication. Objectif, permettre aux populations de se sentir plus sereines afin de vaquer à leurs occupations.
Plusieurs raisons peuvent être évoquées pour expliquer le ralliement des jeunes à des groupes terroristes. D'abord politique, parce que la démocratie n'est pas suffisamment appliquée et on observe pour la plupart du temps certaines dérives. Ensuite, pour des raisons économiques, l'incapacité de certains pays africains à pouvoir redistribuer le produit de la croissance et l'absence des projets de développement dans certaines régions peuvent servir de prétexte à ces jeunes. Enfin, social, dans la mesure où le taux de chômage explose et on a une population de plus en plus jeune et par la suite certains n'arrivent pas à s'insérer dans le monde de l'emploi. C'est ce qui amène certains jeunes à se rallier aux groupes terroristes pour des raisons financières et non pas souvent idéologiques. Des forces spéciales sillonnent activement le village de Solane depuis l'attaque à l'origine du décès de 132 personnes. Aujourd'hui, s'assurer que les jeunes ralliés au groupe terroriste déposent les armes et que les populations de Solane bénéficient d'une excellente couverture sécuritaire est l'objectif de Maxime Koné, nouveau ministre de la Sécurité. Ces enfants ne sont souvent pas plus grands que les armes qu'ils portent. On leur apprend à commettre des crimes de guerre avant même de savoir compter. En 2020, la situation des enfants dans les conflits armés a été marquée par un nombre élevé et soutenu de violations graves. Avec 132 morts déclarés par le gouvernement burkinabé, ce massacre, qui a provoqué une vive émotion, constitue l'attaque la plus meurtrière au Burkina Faso depuis le début des violences djihadistes en 2015. L'actualité, c'est aussi la mort d'un groupe de jeunes en Centrafrique. Ils sont décédés ce mercredi lors d'une attaque perpétrée à 12 km de Bossangoa alors qu'ils se déplaçaient sur l'axe Nana-Bagassa. Selon Martin Ziguélé, président du MLPC, ils seraient au nombre de 12. À qui imputer cette attaque? La question reste pour le moment en suspens à l'heure où l'enquête suit son cours. Si du côté du gouvernement, les regards se tournent vers les rebelles de la CPC, d'autres sources sécuritaires indiquent avoir vu au moment des faits les forces armées centrafricaines ainsi que des militaires russes. Il avait été interpellé le 18 juillet dernier. Jacques Ndala, leader de la jeunesse d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, a été condamné à 2 ans de prison pour ses propos relatifs à la proposition de loi dite sur la congolité. Un texte qui impose une condition aux candidats à la magistrature suprême. Ils doivent être nés de père et mère congolais. Les explications de Mildred Diamou. Peine de prison pour Jacques Ndala, président de la Ligue des jeunes du parti de l'ex-gouverneur Moïse Katumbi en République démocratique du Congo. Jacques Ndala a été condamné à 2 ans de prison pour ses propos contre le projet de loi sur la congolité. Une loi qui devrait exclure de la prochaine présidentielle des candidats comme son leader Moïse Katumbi, qui ne sont pas de père et de mère congolais. C'est une politique de répression visant à faire taire tous ceux qui sont contre la dite loi. Pour nous, la source du document est douteuse. La disposition parle de la désobéissance civile à la loi. Est-ce que le document de Pouloulou est une loi? Non, c'est une proposition. À quelle loi il fait désobéir? La sentence qui a été prononcée est un mal jugé manifeste. Est-ce qu'il est interdit d'aller au palais du peuple? Nous allons utiliser des moyens légaux pour interjeter l'appel conformément à la loi congolaise. L'ex-président de la Ligue des jeunes a été interpellé le 18 juillet 2021 par l'Agence nationale de renseignement et mis après à la disposition du parquet général de Kinshasa Matete. Il a été ensuite déféré le 20 juillet devant les juges du tribunal de paix de Kinkole à Kinshasa, où il a été jugé en procédure de flagrance. Lors de son dernier meeting, Jacques Ndala a appelé à envahir le siège du Parlement si la proposition de loi était examinée, ce qui lui a coûté sa traduction en justice. Les propos du journaliste Jacques Ndala, puisqu'il est journaliste, ce sont des propos qui dénotent du climat à venir par rapport aux élections. Les élections qui, au Congo, depuis 2006, ont toujours été chaotiques parce que les règles ne sont pas respectées. Alors, à propos de la loi que l'on appelle généralement sur la congolité, tel n'est pas le cas parce qu'on fait un parallélisme hasardeux avec la Côte d'Ivoire. Cette loi ne dit pas qui est congolais, qui ne l'est pas. Cette loi reconnaît d'abord que, quel que soit que vous ayez un parent ou les 2 parents congolais, vous êtes d'abord congolais, mais c'est plutôt une loi sur l'accession à certains postes de responsabilité, vu que les guerres que le Congo a connues ont ramené beaucoup de personnes qui se retrouvent dans les instances du pouvoir sans être congolais. Donc ce n'est pas une loi sur la congolité, mais c'est une loi sur l'accès à certains postes de responsabilité.
Le projet de loi sur la congolité avait été proposé début juillet 2021 par son collègue de l'Union sacrée, le député Singi Pouloulou. Pour les autorités judiciaires, les propos de Jacques Ndala sont constitutifs de l'infraction d'incitation à des manquements envers l'autorité publique. Jacques Ndala, quant à lui, a déclaré que même après son procès, il serait contre cette loi. Au Togo, le gouvernement et le programme des Nations Unies pour le développement ont lancé ce lundi la facilité togolaise pour l'accélération et l'innovation. Ce projet, qui sera mis en œuvre avec le soutien du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, vise à accompagner les PMI et PME d'une durée de 3 ans minimum. L'initiative devrait bénéficier d'un financement de 265 millions de francs CFA par an. Ameniti. Au Togo, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes et le programme des Nations Unies pour le développement PNUDS ont procédé au lancement de la facilité togolaise pour l'accélération et l'innovation FTAI, initiée pour accompagner les entreprises innovantes et ambitieuses dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ce fonds est doté d'un montant de 265 millions de francs CFA annuels. C'est une facilité qui agit comme un fonds permettant d'accélérer les entreprises, notamment les PME avec 3 ans minimum d'existence. Elle met également l'accent sur l'innovation qui propulse l'activité en entreprise. Le but est de faciliter le financement de l'innovation qui est risquée. Start-up, incubateurs, porteurs de projets, tous bénéficieront de ce soutien financier, lequel devrait stimuler la création d'entreprises et d'emplois dans le pays. Le PNUD indique qu'il s'agit du volet phare du projet d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat et du secteur privé pour la création d'emplois durables, un des points clés des objectifs de développement durable ODD. C'est effectivement que le Togo est devenu un pays de promotion de l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat des jeunes, dans la mesure où beaucoup de structures sont mises en place pour l'accompagnement de ces primo-créateurs d'entreprises ou de ces entrepreneurs. Le premier avantage, c'est d'abord un avantage psychologique pour les jeunes, parce que cela facilite donc l'envie de créer son entreprise. Celui qui a les moyens peut créer son entreprise. Maintenant, la survie de l'entreprise, ou du moins l'accompagnement est une autre question. Il y a des mécanismes d'accompagnement. Maintenant, la question, c'est de savoir, par rapport à ces entrepreneurs qui sont déjà engagés depuis des années et qui ont pu faire un chemin, est-ce que le mécanisme continue toujours par les suivre de près? Parce que c'est aussi ça. À noter que bénéficier de la facilité togolaise pour l'accélération et l'innovation sous-entend le respect des nouvelles dispositions prévues dans la charte des entreprises, notamment celle d'avoir un chiffre d'affaires compris entre 5 millions de francs CFA et 1 milliard de francs CFA. La pandémie de coronavirus continue de faire des ravages en Tunisie. À l'heure où le nombre d'infections s'élève à 7800 cas par jour en moyenne, les autorités ont décidé de venir en aide à la population. Le gouvernement a annoncé ce lundi son intention de prendre en charge les frais des patients transférés vers les cliniques privées. Joël Ballot. En Tunisie, la pandémie de coronavirus a mis en évidence les faiblesses d'un système de santé jadis loué pour son excellence à l'échelle régionale. Conscient de cette défaillance, l'État a opté pour la réquisition des cliniques privées avec la prise en charge de tous les frais de traitement des patients sous oxygène. Objectif, relever le manque d'oxygène jusqu'à ce que le taux d'approvisionnement revienne à son niveau normal. Les ressources humaines qui travaillent dans les services Covid sont épuisées et en nombre insuffisant. Le manque de spécialités est particulièrement critique dans le système hospitalier public tunisien, notamment l'anesthésie et la réanimation. Le système n'est pas en mesure de répondre à l'importance de la demande de soins. Selon les statistiques du ministère tunisien de la Santé, avec plus de 92% des lits de réanimation occupés dans le secteur public, c'est tous les indicateurs de santé du pays qui sont au rouge. Les appels aux dons pour venir en aide aux hôpitaux se multiplient. Le transfert des patients à risque de manque d'oxygène vers les cliniques privées serait actuellement la meilleure alternative pour un redressement du service santé du pays. L'aide est en train d'affluer un peu de partout, notamment de la France, du Maroc et d'autres pays pour accompagner la Tunisie dans cette phase extrêmement délicate et qui met en danger une bonne partie de la population tunisienne. En tout cas, la pandémie semble hors de contrôle et même toutes les mesures de confinement ne marche plus. Et c'est ce qui explique aussi la difficulté de la situation.
Avec près de 18 000 décès depuis le début de la pandémie, la Tunisie reste l'État avec le plus fort taux de mortalité du continent africain. Ainsi, mettre le secteur privé à contribution va permettre aux populations de bénéficier d'un meilleur suivi et ce, jusqu'à la fin de la pénurie aiguë d'oxygène dans les hôpitaux publics. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.